Je suis assis dans cette petite pièce, les rideaux tirés, l'écran de l'ordinateur éteint pour la première fois depuis des jours. Il est 3 heures du matin ou peut-être 4. Je n'ai pas dormi depuis 72 heures exactement. Tout est en place. Les derniers ajustements ont été faits hier soir. Bientôt cela prendra fin. Je ne ressens ni excitation ni peur, juste une fatigue lourde, comme un poids sur les épaules. Avant d'éteindre définitivement la lumière, je veux enregistrer cela. Pas pour excuser, pas pour expliquer vraiment, juste pour poser les faits, dans l'ordre, parce que personne d'autre ne le fera correctement. Et puis, après, plus rien n'aura d'importance. C'était il y a 2 ans, presque jour pour jour. À l'époque, ma vie était simple, prévisible. Je m'appelle Pierre Moreau, j'avais 37 ans. J'habitais un appartement de 2 pièces dans le 14e arrondissement de Paris, rue de la Sablière, un immeuble ancien avec des escaliers qui grincent et une concierge qui s'appelle Madame Leclerc. L'appartement était au 3e étage, sans ascenseur. Je payais 1200 € de loyer par mois, ce qui représentait la moitié de ce que je gagnais. Je travaillais comme consultant indépendant en cybersécurité. Des contrats freelance pour des petites entreprises, parfois des audits pour des banques. Je passais mes journées devant 2 écrans, à tester des vulnérabilités, à rédiger des rapports. Rien de spectaculaire. Je facturais entre 3000 et 5000 € par mois, selon les missions. Après les charges et les impôts, il restait de quoi vivre sans luxe. Le matin, je me levais à 7h30. Le réveil sonnait sur mon téléphone, une sonnerie standard que je n'avais jamais changée. Je préparais du café dans une cafetière italienne, noire, sans sucre, 2 tasses. Pendant que l'eau chauffait, je vérifiais mes mails. Il y avait toujours des réponses de clients, des demandes de devis, parfois un contrat à signer. Je prenais une douche rapide, enfilais un jean et un pull gris ou noir. J'en avais plusieurs identiques pour ne pas perdre de temps à choisir. Puis je m'installais à mon bureau, une grande table en bois clair que j'avais achetée chez Ikea 5 ans plus tôt. La fenêtre donnait sur une cour intérieure avec des poubelles et des vélos attachés. Pas de vue sur la tour Eiffel, rien de pittoresque. Mon frère Julien vivait à 10 minutes à pied, dans un studio à Montparnasse. Il avait 34 ans, on se voyait presque tous les jours. Il travaillait comme ingénieur logiciel chez Nextech Solutions, une grosse boîte dans le quartier de la Défense. Un open space moderne, des salaires corrects, des avantages. Il gagnait 4500 € net par mois, plus des primes. Il était fier de son poste. On prenait souvent le petit déjeuner ensemble le samedi matin dans un café rue de Rennes. Il commandait un croissant et un cappuccino, moi un expresso et un pain au chocolat. On parlait de tout et de rien, des séries qu'on regardait, des matchs de foot. On supportait tous les deux le PSG, des nouvelles du boulot. Il se plaignait parfois de la pression, des deadlines, mais c'était normal, disait-il. C'est le prix du succès, qu'il répétait. Le reste de la semaine était rythmé. Le lundi, je faisais les courses au Franprix du coin. J'achetais toujours les mêmes choses, du pain de mie, du jambon, des œufs, du lait, des pâtes, des tomates en boîte, du café en grains. Pour environ 80 €, ça durait la semaine. Je cuisinais peu. Le soir, c'était souvent des pâtes avec une sauce tomate rapide ou une omelette. Je regardais une série sur mon ordinateur en mangeant, assis sur le canapé. Vers 23 heures, je me couchais. Je lisais un peu sur mon téléphone, des articles techniques, parfois un roman policier. Le sommeil venait vite. Julien et moi, on avait grandi à Lyon, chez nos parents. Notre père était comptable, notre mère enseignante. Ils étaient en partie à la retraite, en Provence. On s'appelait tous les dimanches soirs. Rien d'extraordinaire. Julien avait une copine, Sophie, qu'il voyait depuis 1 an. Elle travaillait dans le marketing. Ils parlaient en vaguement de s'installer ensemble. Moi, j'étais célibataire depuis 2 ans, après une relation qui s'était terminée sans drame. Je sortais parfois avec des amis du lycée, un verre dans un bar du quartier. On buvait des bières à 6 € pièce, on parlait du travail, des loyers qui augmentaient. Un jour ordinaire, c'était comme ça. Par exemple, ce mardi-là, le 15 octobre. Je me suis levé à 7h30. Café, douche. J'ai ouvert mon ordinateur, répondu à 3 mails. Un client voulait un audit pour son site e-commerce. J'ai préparé un devis, 4200 € achetés pour 2 semaines de travail. Julien m'a envoyé un message à 9h. Ça va, on déjeune ensemble ce midi ? J'ai répondu oui. On s'est retrouvés dans une brasserie près de son bureau, à La Défense. Il a pris une salade niçoise, moi un steak frites. On a payé chacun notre part, environ 18 €. Il avait l'air fatigué, des cernes sous les yeux. Il a dit qu'il bossait sur un gros projet, que l'équipe était sous pression. Mais ça va aller, qu'il a ajouté. On a ri d'une blague idiote sur le patron. L'après-midi, je suis rentré. J'ai travaillé jusqu'à 19h. Le soir, j'ai mangé des pâtes. J'ai regardé un épisode d'une série. À 23h, je me suis couché. C'était un jour comme les autres.
Le dernier, en fait, où tout semblait encore tenir en place. Le lendemain, tout a basculé sans que je m'en rende compte immédiatement. Le lendemain matin, le 16 octobre, je me suis réveillé à 7h45. Le téléphone avait vibré plusieurs fois pendant la nuit, mais je n'avais pas entendu. Il y avait 5 appels manqués de Julien et un message vocal. Je l'ai écouté en préparant le café. Sa voix était basse, fatiguée. Il disait juste « Pierre, appelle-moi quand tu te réveilles. J'ai besoin de parler. » Rien de plus. J'ai répondu par SMS « Ça va, je t'appelle dans 5 minutes. » Pas de réponse. J'ai appelé, ça sonnait dans le vide. J'ai pensé qu'il était sous la douche ou en route pour le bureau. J'ai bu mon café, pris une douche, enfilé un pull gris. À 9h, j'ai réessayé. Toujours rien. J'ai ouvert mon ordinateur, commencé à travailler sur le devis de la veille. À 10h30, Sophie m'a appelé. Elle pleurait. Elle a dit « Pierre, viens tout de suite. Chez Julien. La police est là. » Je n'ai pas compris immédiatement. J'ai demandé ce qui se passait. Elle a répété « Viens, s'il te plaît. » J'ai pris mes clés, descendu les escaliers en courant. J'ai marché vite jusqu'à son studio, rue de la Gaîté. 10 minutes. Il y avait une voiture de police devant l'immeuble et 2 agents en uniforme. Sophie était sur le trottoir, enveloppée dans une couverture, le visage rouge. Elle m'a vu et s'est effondrée contre moi. Un policier m'a intercepté dans le hall. Il a dit « Vous êtes le frère, monsieur Moreau ?» J'ai hoché la tête. Il m'a conduit à l'étage. La porte du studio était ouverte. 2 autres policiers à l'intérieur et un homme en civil qui prenait des photos. Julien était dans la salle de bain, pendu, par une ceinture accrochée à la barre de douche. Il portait encore son pantalon de pyjama gris et un t-shirt blanc. Ses pieds m'en touchaient presque le sol. Il avait laissé une lettre sur le bureau. Une feuille A4 imprimée. Je ne l'ai pas lue tout de suite. Le policier m'a demandé si je voulais m'asseoir. J'ai refusé, j'ai juste regardé. Les détails, la ceinture était celle qu'il portait tous les jours, en cuir noir, achetée chez Célio l'année précédente. La barre de douche était en métal chromé, fixée au mur. Le sol était mouillé, comme s'il avait pris une douche avant. L'appartement sentait le shampoing qu'il utilisait, celui à l'eucalyptus. Le médecin légiste est arrivé 1 heure plus tard. Il a confirmé la mort par strangulation. Heure approximative, entre minuit et 3 heures du matin. Pas de signe de lutte. La lettre disait « Je n'en peux plus. La pression au travail est trop forte. Il me demande l'impossible. Je ne dors plus. Je ne vois plus d'issue. Pardon, Julien. » Rien d'autre. Pas d'accusation précise. Sophie m'a dit qu'il était rentré tard la veille, vers 23 heures. Il avait travaillé jusqu'à 21 heures au bureau, puis continué chez lui. Elle était partie vers 22 heures parce qu'il disait qu'il devait finir un code urgent. Elle n'avait pas insisté. Les jours suivants se sont enchaînés lentement. Le 17 octobre, j'ai passé la matinée à la morgue pour l'identification officielle. Il faisait froid dans la salle. Le corps était sur une table métallique recouvert d'un drap blanc. On a relevé le drap jusqu'au visage. C'était lui, la peau pâle, les lèvres bleues. J'ai signé les papiers. L'après-midi, j'ai prévenu nos parents. Ma mère a hurlé au téléphone. Mon père n'a rien dit pendant 5 minutes, puis « On prend le train demain ». Ils sont arrivés le soir même. On a dormi chez moi, sur le canapé et par terre. Personne n'a mangé. J'ai juste bu de l'eau du robinet. Le 18, rendez-vous au commissariat pour la déposition. Le policier a posé des questions précises. Est-ce que Julien avait des dettes ? Des problèmes de drogue, d'alcool, une dépression connue ? J'ai répondu non à tout. Sophie a dit qu'il était stressé par le travail ces derniers mois. Des heures supplémentaires non payées, des menaces voilées de licenciement si le projet n'avançait pas assez vite. Le policier a noté. Il a dit que l'enquête conclurait probablement à un suicide, sans intervention extérieure. Pas de poursuite. Les funérailles ont eu lieu le 22 octobre, à l'église Saint-Pierre de Montrouge. Il y avait une trentaine de personnes, nos parents, Sophie, quelques collègues de Nextech, dont son manager direct, un homme d'une quarantaine d'années nommé Laurent Dubois. Il est venu me serrer la main. Il a dit « Toutes mes condoléances. Julien était un excellent élément. C'est une perte terrible pour l'équipe. » Il portait un costume gris, une cravate noire. Sophie n'a pas voulu lui parler. Après la cérémonie, au cimetière du Montparnasse, il a plu. On a jeté des roses blanches peut-être sur le cercueil. Le trou était profond, la terre humide. Les semaines d'après, tout s'est effrité petit à petit. J'ai annulé mes contrats en cours. Les clients ont compris, ou pas. Un m'a demandé de finir quand même, j'ai refusé. Mon compte bancaire est descendu à 2 800 € fin novembre. Le loyer de décembre a été payé avec le dernier virement d'un ancien client. Sophie a déménagé chez ses parents à Versailles. Elle m'appelait moins souvent. Nos parents sont rentrés en Provence début novembre. Ils disaient « Appelle si tu as besoin ». Je n'appelais pas.
Je passais mes journées dans l'appartement. Je ne sortais que pour acheter du pain et du lait au Franprix. Je mangeais des conserves de thon et des biscottes. Je dormais mal. Je regardais le plafond la nuit, en pensant à la lettre, à ce qu'il avait écrit sur la pression. Je n'arrivais pas à comprendre comment on en arrivait là. Julien n'avait jamais parlé de vouloir arrêter. Il disait juste qu'il était fatigué. Fin décembre, la concierge m'a rappelé que le loyer de janvier n'était pas payé. J'avais 450 € sur le compte. J'ai trouvé une chambre de bonne, plus petite, rue d'Alésia, 600 € par mois. J'ai déménagé avec 2 valises et 3 cartons. L'ancien appartement a été repris par le propriétaire sans problème. Je n'ai gardé que l'ordinateur, le bureau pliant et quelques vêtements. Le soir du 31 décembre, j'étais seul dans la nouvelle chambre. La fenêtre donnait sur un mur. Il n'y avait pas de chauffage central, juste un radiateur électrique. J'ai mangé une boîte de raviolis froids. J'ai bu une bière à 2 € achetée au supermarché. Minuit est passé sans bruit. Personne ne m'a appelé. Sophie avait envoyé un message. « Bonne année, prends soin de toi. » J'ai répondu. « Toi aussi. » C'était ça le fond. Plus rien autour. Juste le silence et cette pensée qui revenait parfois, pourquoi eux continuaient, comme si de rien n'était. Janvier 2023 a passé lentement. La chambre rue d'Alésia faisait 12 mètres carrés. Un lit, une place, une table pliante, une plaque électrique sur une étagère, un évier dans le coin. Pas de douche, il y avait une cabine commune au bout du couloir, 2 € la pièce pour 5 minutes d'eau chaude. Le loyer était de 600 €, charges comprises. J'ai payé les 2 premiers mois avec ce qui restait de l'assurance vie de Julien. 8 000 € qu'il avait souscrit sans m'en parler. La banque a viré l'argent fin janvier. J'ai ouvert un nouveau compte à la poste parce que l'ancien était à découvert de 150 €. Je me levais à 9 h, parfois 10. Le radiateur électrique consommait trop. Je le mettais seulement 1 heure le soir. Je préparais du café soluble dans une tasse ébréchée. Pas de cafetière italienne à Nimor. Petit déjeuner, 2 tartines de pain de mie avec du beurre premier prix, 1,20 € le paquet de 500 grammes au Leader Price du coin. Je sortais vers midi pour faire les courses. Toujours le même parcours. Leader Price, puis la boulangerie Discount. J'achetais des pâtes à 0,80 € le kilo, des boîtes de thon à 1,50 €, des œufs à 2,40 € la douzaine, des pommes à 1,80 € le kilo. Total hebdomadaire, autour de 35 €. Le soir, c'était pâtes au thon ou œufs brouillés. Je mangeais assis sur le lit, l'assiette sur les genoux. J'ai recommencé à travailler fin février. Des petites missions freelance sur des plateformes comme Malt ou Upwork. Des audits basiques pour des boutiques en ligne. Vérifier si le site était vulnérable aux injections SQL, changer des mots de passe faibles. Je facturais 400 à 800 € par mission. 1 ou 2 par mois. En mars, j'ai eu un contrat de 1 200 € pour une association qui gérait un site de dons. Ça a payé le loyer d'avril et mai. Mon compte était monté à 200 € début juin, puis redescendu à 900 en août après une panne de l'ordinateur portable. J'en ai racheté un d'occasion sur Le Bon Coin pour 450 €. Les nuits étaient longues. Je m'endormais vers 2 ou 3 heures, me réveillais à 5. Je restais allongé dans le noir, à fixer le plafond fissuré. Les pensées revenaient toujours au même moment. Le message vocal de Julien, le 16 octobre. Sa voix basse. La lettre sur le bureau. Les mots, la pression au travail est trop forte. Je me demandais ce qu'il avait vécu exactement ces derniers mois. Il n'en parlait pas beaucoup, juste des phrases comme « on a une deadline impossible » ou « le chef nous met la pression ». Je n'insistais pas, je pensais que c'était passager. J'évitais certains quartiers. Montparnasse, évidemment. La rue de la Gaîté, le café où on prenait le petit déjeuner. La Défense aussi. Je n'y étais pas retourné depuis l'enterrement. Je prenais le métro ligne 4 jusqu'à Odéon pour mes rares rendez-vous, jamais plus loin. Sophie m'avait écrit 2 ou 3 fois. En février, « Comment vas-tu » J'avais répondu, « Ça va, et toi ?» Elle, « Je reprends le travail la semaine prochaine. » Puis plus rien. Nos parents appelaient tous les 15 jours. Ma mère demandait si j'avais mangé, si j'avais besoin d'argent. Je disais non. Mon père parlait de la météo en Provence. Parfois, je marchais sans but dans le 14e ou le 15e. Je passais devant des brasseries pleines, des gens qui riaient à 7 € le verre de vin. Je rentrais. Je m'asseyais devant l'ordinateur, ouvrais LinkedIn sans raison. Je regardais les profils par habitude. Celui de Laurent Dubois, le manager de Julien. Il avait posté une photo en janvier, lui en costume devant le building de Nextech à La Défense. Légende, fier de notre équipe qui avance sur des projets innovants. 127 likes, des commentaires, un bravo Laurent ou Nextech au top. Je fermais la page, je ne commentais pas. Je notais juste que la vie continuait pour eux.
En septembre 2023, j'ai pris un petit contrat régulier. Maintenance mensuelle pour un site de vente de vêtements en ligne. 600 € par mois fixe. Ça stabilisait un peu. Le compte est resté autour de 1500 €. J'achetais un peu plus. Du fromage de temps en temps à 3 € le quart de camembert. Une bière le vendredi soir, 2,50 € la canette. Je dormais un peu mieux, 5 ou 6 heures par nuit. Un soir d'octobre 2023, presque un an après, j'étais au Leader Price. J'ai pris un journal gratuit sur le présentoir à la sortie. En tournant les pages, il y avait un article économique. Nextech Solutions venait de signer un partenariat majeur avec une banque internationale. Photo du PDG, Marc Vallée, serrant la main à un dirigeant étranger. À côté, Laurent Dubois et 2 autres managers souriants. Chiffre d'affaires en hausse de 28% sur l'année. Une success story française, disait le titre. J'ai plié le journal, je l'ai mis dans mon sac. En rentrant, j'ai relu l'article 2 fois. Les noms, les chiffres, ils avançaient. Tout semblait aller mieux pour eux. Je me suis assis à la table pliante. J'ai ouvert l'ordinateur. Par curiosité, j'ai tapé le nom de l'entreprise dans Google. Des communiqués de presse, des articles élogieux. Rien sur Julien, évidemment. Juste le succès. Novembre 2023. Les jours raccourcissaient. Je sortais moins. Le contrat de maintenance à 600 € par mois continuait. Je le gérais en 3 ou 4 heures par semaine, correction mineure sur le site du client. Le reste du temps, je restais dans la chambre. L'ordinateur était allumé du matin au soir. Au début, c'était juste pour travailler. Puis, par habitude, j'ouvrais LinkedIn plus souvent. Le profil de Laurent Dubois d'abord. Il postait régulièrement. Une photo d'équipe en décembre, légende « Merci à tous pour cette année record chez Nextech ». 212 likes. Son poste, directeur des opérations. Promotion en septembre 2023, je l'avais vu dans les notifications. Il habitait à Neuilly-sur-Seine d'après une ancienne publication géolocalisée. Photo de famille en vacances à la montagne, janvier 2024. Femme, 2 enfants. Maison avec jardin. Je notais ces détails dans un fichier texte sur mon bureau. Pas pour une raison précise, juste pour fixer les choses. Adresse approximative, avenue Charles de Gaulle, un immeuble haussmannien. Je l'avais trouvé en croisant des données publiques, un ancien annuaire en ligne. Je passais devant une fois en février 2024 en prenant le métro ligne 1 jusqu'à Pont de Neuilly. Je suis descendu, j'ai marché 20 minutes. L'immeuble était là, digicode, concierge. Je n'ai pas entré, j'ai juste regardé les boîtes aux lettres depuis la rue. Dubois, 4e étage. J'ai pris une photo discrète avec le téléphone, pour vérifier plus tard. Marc Valette, le PDG, était plus visible. Interview dans les Échos, photo dans Challenge. Il vivait à Versailles, une maison individuelle dans un quartier résidentiel. J'avais trouvé l'adresse exacte sur un registre foncier ouvert en cherchant par curiosité. Rue des Bourdonnais. Grande propriété, piscine, d'après les vues satellites sur Google Maps. Il conduisait une Audi Q8 noire, immatriculée récemment. Je l'avais vu sur une story Instagram d'un événement corporate. Il postait peu personnellement, mais Nextech avait un compte actif. Chiffre d'affaires annoncé à 450 millions d'euros pour 2023. Introduction en bourse, prévue pour 2025. Je commençais à suivre leur routine. Laurent Dubois prenait le RER A tous les matins vers 7h45, d'après des check-ins anciens sur Facebook. Il déjeunait souvent dans une brasserie près de La Défense, le Coq Rico, à 12h30 précise les mardis et jeudis, visible sur des photos taguées par des collègues. Café noir après le repas, pas de dessert. Il rentrait vers 19h, parfois plus tard. Le vendredi, il partait plus tôt, vers 17h, pour le week-end en famille. J'ai confirmé en observant 2 vendredis de suite, en mars 2024. Je prenais le métro, je restais à distance dans l'esplanade. Il portait toujours le même sac en cuir marron. Pour les autres, c'était similaire. L'ancien chef d'équipe de Julien, un certain Olivier Renaud, avait été promu. Il habitait à Puteaux, appartement moderne. Instagram public, photo de running le dimanche matin au parc de Saint-Cloud, départ 8h30. Café Starbucks ensuite, celui de l'esplanade. Il buvait un latte soja grand format 5,20 €. Je le savais parce qu'il postait la tasse avec le hashtag Boalgerek Morning Routine. Je collectais ces informations petit à petit. Un carnet numérique, des captures d'écran, horaires de train, adresse mail professionnelle trouvée dans des signatures anciennes, numéro de téléphone partiel sur des annuaires pro. Faiblesse aussi. Laurent Dubois jouait au golf le samedi au golf de Saint-Cloud, tea time à 10h. Il fumait occasionnellement des cigarettes électroniques, marque Jules, visibles sur une photo en terrasse. Marc Vallée voyageait beaucoup. New York en avril, Londres en mai.
Avion Air France, classe business, il postait depuis les lounges. Ce n'était pas tous les jours. Parfois, je fermais l'ordinateur et je marchais dans Paris. Mais les pensées revenaient. Pourquoi eux avançaient? Promotion, salaire à 6 chiffres, Laurent Dubois gagnait probablement 150 000 euros par an, plus bonus, pendant que Julien n'était plus là. Je ne jugeais pas encore. Je constatais. Les détails s'accumulaient en adresse, habitude, mots de passe potentiels, déduits de patterns communs, gens qui utilisent la date de naissance des enfants, visible sur les profils. En mai 2024, j'ai pris un café près de la Défense un mardi midi. J'ai vu Laurent Dubois entrer au Coq Rico à 12h28. Il a commandé une entrecôte, frites, verre de Côte-du-Rhône. Il a payé 42 € avec une carte corporate. Il a discuté avec un collègue, ri d'une blague. Il avait l'air reposé, pas de cerne. Je suis rentré, j'ai ouvert le fichier. J'ai ajouté « Mardi 14 mai, 12h28, 13h45, Coq Rico, seul avec Olivier Renaud. Sujet, nouveau projet IA. » Ces observations devenaient une routine, une façon de combler le vide. Je me disais que je cherchais à comprendre. Comment la vie continuait si normalement pour eux. Les failles dans leur système aussi. Nextech utilisait des logiciels standards, vulnérabilités connues que je repérais en lisant les rapports publics. Mais ça, c'était professionnel. Un soir de juin 2024, après avoir noté l'horaire exact du vol de Marc Vallée pour San Francisco, départ 11h10 depuis Roissy, terminal 2 Swammern, je me suis arrêté. J'ai regardé tous les fichiers accumulés. Des pages et des pages, cartes, photos, timeline. Il y avait assez, plus qu'assez. Il était temps de faire quelque chose avec tout ça. Pas juste observer. Juillet 2024. Les observations étaient incomplètes. J'avais des dossiers sur chacun. Laurent Dubois, Marc Vallée, Olivier Renaud et 5 autres managers directs impliqués dans le projet qui avait écrasé Julien. J'avais récupéré des mails internes via des fuites publiques anciennes, des rapports de bugs non corrigés, des témoignages anonymes sur Glassdoor, des plaintes récurrentes sur les heures supplémentaires forcées, les burn-out, les menaces déguisées. Julien n'était pas le seul. 2 autres employés avaient démissionné pour dépression en 2022, un avait eu un arrêt maladie long. Mais Nextech continuait. Chiffre d'affaires en hausse, introduction en bourse imminente. Personne n'avait payé pour ce qu'ils avaient fait à mon frère. Je comprenais maintenant pourquoi il avait écrit cette lettre. La pression n'était pas un accident. C'était leur méthode. Des deadlines irréalisables, des évaluations annuelles liées aux heures sup, des primes retenues si l'équipe n'atteignait pas 110% des objectifs. Julien avait bossé 80 heures par semaine les 3 derniers mois. Il me l'avait dit une fois en passant, on n'a pas le choix, sinon on est remplacé. Je n'avais pas insisté. Eux, ils savaient. Laurent Dubois envoyait des mails à minuit. L'équipe doit livrer vendredi, quoi qu'il arrive. J'avais trouvé des copies dans des archives ouvertes. Marc Vallée, en interview, chez Nextech, on exige l'excellence. Excellence qui tuait. Il n'y avait pas d'autre façon. La justice, j'avais contacté un avocat en novembre 2023, discrètement. Preuve insuffisante pour un procès en harcèlement moral. La lettre de Julien trop vague, pas de témoin direct. La police avait classé l'affaire. Pardonner? Impossible. Les oublier? Non plus. Ils devaient en sentir la même chose que Julien. La pression lente, inexorable, jusqu'à ce que tout s'effondre. Pas une vengeance rapide, un meurtre ou un scandale public. Ça les aurait rendus martyrs ou ils auraient rebondi ailleurs. Non. Une destruction de l'intérieur, graduelle, invisible au début. Comme un virus qui ronge les organes un par un. La société devait imploser financièrement, réputation en miettes, sans qu'ils comprennent d'où ça venait. Jusqu'à la fin. J'étais le bon outil pour ça. Consultant en cybersécurité depuis 10 ans. Je connaissais leur système. Nextech utilisait des solutions standards. Serveur Microsoft Azure partiel, base de données SQL, VPN Cisco avec des configurations par défaut sur certains accès distants. J'avais audité des boîtes similaires, les vulnérabilités étaient là. Mots de passe faibles réutilisés, mises à jour retardées pour ne pas perturber la production. Employés qui cliquaient sur des phishing par fatigue. J'allais entrer par une porte dérobée, installer des backdoors et commencer à manipuler. D'abord des petites fuites, données clients altérées subtilement, puis des transferts financiers détournés de quelques euros, multipliés. Effacer des backups, introduire des bugs dans les codes critiques, tout lentement, sur des mois, pour que la panique monte, que les accusations internes fusent, que les investisseurs fuient. La préparation a commencé en août 2024. J'ai acheté du matériel anonyme, un ordinateur portable d'occasion sur Le Bon Coin, 800 € payés en cash à un particulier à Montreuil. Processeur i7, 32 Go de RAM, disque SSD 1 TU, pas de traces bancaires.
J'ai installé Tails OS sur une clé USB pour booter en live tout en mémoire volatile. J'ai acquis un VPN payé en crypto-monnaie. J'ai converti 500 € en Bitcoin via un ATM à Paris, sans ID. Abonnement chez Mulvad, 5 € par mois. Puis un deuxième chez Proton, pour enchaîner les connexions. J'ai loué une boîte postale à Gare du Nord, sous un faux nom, Pierre Lambert, avec une carte d'identité contrefaite achetée 300 € sur un forum Darknet, payé en Monero, pour recevoir des colis. J'ai commandé des cartes SIM prépayées, étrangères, livrées là. Une serbe, une estonienne. Pour des accès mobiles. J'ai monté un réseau Tor avec des bridges obscurcis. Testé tout ça dans la chambre. Connexion multiple, IP qui change géante, aucune fuite DNS. Septembre 2024. Premier que repérage actif. J'ai scanné le réseau Nextech depuis des proxys publics. Port 443 ouvert, HTTPS avec certificat Let's Encrypt. J'ai trouvé un sous-domaine oublié, devapi.nextech.fr, non mis à jour depuis 2022. Vulnérable à une vieille faille log4j. J'ai préparé un exploit testé en local sur une VM. Ça marchait. Entrée possible. Octobre. J'ai créé des comptes mail jetables. Proton Mail, Tutanota. J'ai envoyé des phishing ciblés. À Olivier Renaud d'abord. Un mail falsifié de Laurent Dubois. Je ne entends. Urgent, valide ce rapport avant la réunion. Lien vers un site cloné que j'avais monté sur un serveur loué en Bulgarie, 20 € par mois. Il a cliqué. Crédential capturé, mot de passe, Renault 2020. Faible, réutilisé, accès à son compte corporate. De là, escalation, j'ai dumpé les annuaires internes, trouvé les VPN tokens. Novembre, entrée réelle. Via le VPN d'Olivier, je me suis connecté comme lui. Heure creuse, 3 heures du matin. J'ai navigué doucement. Copié des schémas de base de données, installer une petite backdoor, un script PowerShell qui s'active sur un cron distant, invisible aux antivirus standards. Décembre 2024. Tout était en place. J'avais des accès persistants sur 3 serveurs clés, finance, RH, production. J'ai commencé les premières modifications, minuscules. Dans la base client, j'ai altéré 50 adresses mail, un caractère changé, des factures qui n'arriveraient pas. Dans les comptes fournisseurs, des virements de 100 € détournés vers un compte mule que j'avais ouvert aux Pays-Bas, via une fintech anonyme. Janvier 2025. Les premiers signes. J'ai vu des mails internes paniqués, capturés via la backdoor. Erreur dans les envois clients. Laurent Dubois. Trouvez l'origine, vite. Il pensait à une erreur humaine. Le plan était lancé. Irréversible. Les scripts tournaient maintenant en automatique, avec des timers aléatoires. Je pouvais arrêter, mais je n'allais pas. Bientôt, les altérations montraient des milliers d'euros, des données effacées, des leaks anonymes vers la presse. Il n'y avait plus de retour en arrière. Février 2025. Les altérations mineures ont continué. J'ai augmenté les détournements, 500 € par jour, fractionnés sur des dizaines de comptes fournisseurs. L'argent allait sur des mules en Europe de l'Est, puis effacé en crypto. Dans les bases clients, 2000 enregistrements modifiés, adresse postale erronée, numéro de téléphone inversé. Les plaintes ont commencé à arriver. Mail interne, problème de livraison facture, client mécontent. Laurent Dubois a organisé une réunion d'urgence. J'ai lu le compte-rendu via la backdoor. Possible erreur humaine. Vérifiez les logs. Mars, j'ai introduit des bugs dans le code de production. Des fonctions critiques pour leur plateforme IA, calcul financier avec des arrondis aléatoires, 0,01% d'erreur. Invisible au début. Un client bancaire a perdu 8000 € sur une transaction. Ils ont remboursé discrètement. Marc Vallée a écrit un mail à l'équipe. Pas de panique externe, résolvez ça en interne. J'ai effacé des backups hebdomadaires remplacés par des versions corrompues. Les audits internes n'ont rien trouvé. Avril, les pertes montaient à 150 000 € détournés en tout. J'ai lancé une fuite, envoi anonyme à un journaliste des Échos, via Tor, dossier de plainte Glassdoor, capture d'écran de mail harcèlement. Article publié le 15 avril. Nextech Solutions sous le feu des critiques internes. Burnout et pression excessive. Action en bourse en baisse de 12%. Marc Vallée a répondu publiquement « Des allégations isolées. Nous prenons la santé des employés au sérieux. » Laurent Dubois a été interrogé par le comité d'entreprise. Il a nié. Mail. J'ai escaladé. Suppression de 10 000 lignes de code dans un repos clé. Le système de paiement client a planté pendant 4 heures un lundi matin. Perte estimée, 1,2 million € en transactions bloquées.
Les investisseurs ont réagi. Annonce de report de l'introduction en bourse. Olivier Renaud a été mis à pied temporairement, soupçonné d'erreur. Il a envoyé des mails furieux. Ça ce n'est pas moi, internement de accusations croisées. Juin. La CNIL a ouvert une enquête pour fuite de données. J'avais leaké 5000 profils clients sur un forum Darknet anonymement. Amende potentielle de millions. Les banques partenaires ont suspendu les contrats. Chiffre d'affaires en chute de 35%. Licenciement annoncé, 200 postes supprimés. Laurent Dubois a perdu son bonus annuel. Sa femme a posté une story Instagram effacée vite. Maison en vente à Neuilly. Marc Vallée a pris un congé maladie. Rumeur de dépression. Juillet-août, j'ai continué les détournements, 2000 € par jour maintenant. Total, plus de 800 000 €. Effacement complet d'un serveur RH, dossier employé perdu. Paie retardée, grève dans l'open space. Article dans Le Figaro, Nextech au bord de la faillite, enquête interne pour sabotage. La police financière s'est impliquée. Perquisition à la Défense. Marc Vallée interrogé. Il a perdu du poids, photo volée par paparazzi. Visage creusé. Septembre 2025. Le coup final. J'ai déclenché un ransomware personnalisé. Chiffrement de tous les serveurs production. Message affiché. Pour les employés brisés. Pas de demande de rançon, juste destruction. Backup corrompu depuis des mois, perte totale des données. La boîte a fermé ses portes le 20 septembre. Faillite déposée. 1200 employés au chômage. Marc Vallée a vendu sa maison à Versailles à perte. Laurent Dubois a déménagé en province chez ses parents. Olivier Renaud a trouvé un poste moindre chez un concurrent, salaire divisé par 2. Octobre-décembre 2025. Les procès ont commencé. Action collective d'anciens employés pour harcèlement. Julien mentionné dans les témoignages. Mais trop tard. Les dirigeants ont nié jusqu'au bout. Pas de preuves directes contre eux personnellement. Juste ruine. J'ai suivi les nouvelles via des alertes Google. Articles sur la chute, de la success story au désastre. J'ai effacé toutes mes traces. Disque dur broyé, compte mule fermé, aucune connexion à moi. Janvier 2026. Tout est fini, la société n'existe plus. Les bâtiments de la Défense sont loués à une autre boîte. Marc Vallée vit à Lisbonne d'après un profil LinkedIn mis à jour. Consultant freelance, peu de contrats. Laurent Dubois ne poste plus rien. Famille séparée, rumeur. Je suis revenu à la petite pièce où j'avais commencé. Celle que j'ai louée en novembre 2025, plus isolée, à Saint-Denis. 500 € par mois. L'écran est éteint. Je n'ai plus touché un clavier depuis 3 jours. L'argent détourné, effacé en donation anonyme à des associations contre le burn-out. Pas pour moi. Ça a pris 18 mois. Lentement, comme prévu, ils ont senti la pression monter, les doutes, les accusations, la chute inexorable. Comme Julien. Mais est-ce que ça a changé quelque chose ? Julien est toujours parti. Les parents pleurent encore au téléphone. Sophie a changé de numéro. Moi, je dors moins qu'avant. Les nuits sont plus longues. La chambre est silencieuse. Je regarde le mur. Rien n'a été réparé. Juste détruit. Bientôt, j'éteindrai la lumière. Et après, le vide.